Bien, bonjour à tous. Moi, je suis journaliste et je m'occupe de questions d'environnement et notamment de climat depuis pas mal de temps. C'est par ce biais-là, le climat et donc l'énergie, que j'ai choisi d'orienter ma carrière de journaliste. En essayant de traiter ce sujet de manière très transversale. Donc forcément, agriculture, transport, bâtiment, énergie, etc., etc. Il y a une douzaine d'années, on s'était dit avec un de mes amis ingénieurs, Jean-Marc Jancovici, c'est bizarre, dans les médias, on ne parle pas du tout de manière transversale de ces sujets. Comment ça se fait? Et je lui avais dit, cher ami, je connais bien les médias de l'intérieur, c'est tout simplement parce que personne n'y connaît rien et ne comprend absolument rien à l'évolution de ce qui se passe, notamment sur le plan du climat. On a monté une assoce avec aussi Hervé Le Treut, le climatologue, qui est un petit peu le pendant de Jean Jouzel, qui était intervenu ici pour la table ronde sur le climat. Et on a dit, ces journalistes, puisqu'ils ne sont pas formés, on va le faire. Et on a trouvé quelques sponsors avec la SNCF, l'ADEME, etc., pour pouvoir inviter 30 d'entre eux chaque année à passer un week-end à la montagne. Donc je ne vous le cache pas, on prend aussi un peu de plaisir, on fait du ski le matin et l'après-midi, on essaie de faire des conférences de très haut niveau sur le climat et sur l'énergie. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une douzaine d'années, quand les journalistes sortaient de ce petit séminaire fort sympathique, ils étaient complètement désespérés. Qu'est-ce qu'on a pris sur la tête? C'est pas possible, on va tous mourir, on va pas s'en sortir. Et depuis quelques années, je dirais 5, 6 ans, quand ils sortent de ce truc-là, ils ont toujours un coup sur la tête, mais ils posent une question supplémentaire qui est, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, cette question, elle est vachement importante parce qu'elle est déclinée aussi dans plein de domaines qui concernent le durable ou le soutenable. Regardez le succès phénoménal du film Demain. On essaie de trouver des solutions et on essaie d'agir. Or, l'alimentation, et j'en viens à notre sujet, c'est précisément l'un des secteurs où on peut le plus facilement agir. Lutter tout seul contre le climat, c'est vachement difficile. C'est même impossible. Mais en revanche, lutter contre le gaspillage alimentaire, par exemple, choisir des produits qui sont eux-mêmes soutenables, c'est complètement possible. Et donc, ça répond à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, qui, s'il était un pays, serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis, en volume, je préfère parler par personne, mais enfin, là, en volume. Donc, faire une simple liste de courses avant de partir chez son commerçant au supermarché ou peu importe, n'importe où, c'est pas compliqué, c'est juste une question de volonté et ça permet, croyez-moi, de ne pas acheter ce qui est en train de s'abîmer dans un coin du placard ou du frigo. Donc c'est pour ça que l'alimentation est un coin très important et je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour partager toutes les expériences. Donc production dans un premier temps. Je vous présente les participants. Pierre Pajot à mes côtés, qui est donc membre de l'association Ferme d'Avenir. Laurent Marbeau, qui est maraîcher dans l'Essonne et porte-parole du mouvement des AMAP. Enfin, Yuna Chifolo, ingénieur agronome, sociologue, chercheur à l'INRA et spécialiste des circuits courts en France et en Europe. Donc, je voudrais donner la parole à Yuna Chifolo. On va, pour chacune des 3 séquences ou des 4, fonctionner de la même manière. On donne la parole à tous les invités pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils font, comment ils voient le problème, la production en l'occurrence. Et puis ensuite, on vous donne la parole et on discute avec également les autres intervenants qui sont là. D'accord ? Yuna. Donc effectivement, je suis Yuna Chifolo, je travaille à l'INRA. Alors l'INRA, c'est assez grand et assez peu connu finalement pour ses travaux sur le développement local. Pour autant, donc moi je travaille dans un département d'INRA qui s'appelle Sciences pour l'action et le développement. C'est un département un peu militant qui s'est créé dans les années 70 pour justement essayer de travailler sur ce qui était en marge du modèle agro-industriel, alors déjà dominant ou en tout cas en plein essor. Et finalement pour travailler sur les signaux faibles. Les choses moins dominantes et pour essayer d'en évaluer les intérêts et toujours avec un travail de recherche-action, de partenariat, proche du terrain, proche des acteurs. Donc voilà, je fais partie de ce département, un département qui reste petit à l'INRA, mais qui pour autant, et c'est ça tout l'intérêt, donc est très sollicité aujourd'hui pour accompagner ce qu'on appelle des systèmes alimentaires, donc des façons à la fois de produire, de distribuer, de s'organiser, de vendre, de consommer, des systèmes alimentaires donc en mutation qui se reterritorialisent. Donc on travaille depuis quelques années. Une bonne dizaine d'années, on a commencé à travailler justement à un moment où on n'en parlait pas beaucoup, à savoir des circuits courts alimentaires, quand bien même c'est très ancien, en France, en Europe. C'est des formes qui ont été assez marginalisées jusqu'à la période récente.
marginalisé notamment parce qu'il n'y avait aucune information au niveau des statistiques agricoles, puisqu'on se limitait dans le recensement agricole finalement à identifier les producteurs qui faisaient de la vente directe, sans avoir une idée de ce que ça représentait en termes de chiffre d'affaires. Donc les agriculteurs cochaient, oui, je fais de la vente directe, ça pouvait être 3 poules ou des volumes assez importants. Donc ça, c'est jusque dans les années, fin des années 2000. Mais en fait, depuis quelques années, alors sous l'impulsion à la fois des consommateurs, sous l'impulsion aussi d'agriculteurs qui ont voulu s'affranchir du modèle agro-industriel, en essayant notamment de s'inspirer de modèles étrangers, qui quittent justement à des modèles étrangers dans des pays qu'on ne connaît pas non plus comme ça, à savoir les États-Unis, le Japon, des pays justement très industrialisés, mais où déjà justement des formes de partenariat avaient pu se nouer entre producteurs et consommateurs pour inventer à la fois de nouvelles façons de distribuer, de consommer et de produire. Donc c'est ce qu'on appelle les teikei au Japon, qui ont inspiré directement la création des AMAP en France, donc des formes de partenariat nouvelles entre producteurs et consommateurs, et qui en France sont émergées donc au début des années 2000. Donc sous l'impulsion de tout ça, sous l'impulsion aussi de politiques publiques locales qui ont essayé aussi de reprendre la main finalement sur leur territoire, sur leur production, alimentation, ont commencé à inventer des politiques alimentaires locales. Donc, on s'est réintéressé globalement au circuit court alimentaire pour essayer de redécouvrir finalement ce que ça représente en France aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois ce qu'il révèle, enfin, c'est ça qui m'a intéressée, ce qu'il révèle en termes à la fois de limites justement du modèle agro-industriel d'un côté, et puis de potentiel pour reconstruire des formes de consommation, distribution, production plus citoyennes, plus durables au niveau des territoires. Alors sans justement faire sans contribuer à la confusion entre local ou circuit court égale bio, mais justement en essayant plutôt de penser que derrière circuit court, l'enjeu est de la transparence, de la participation et du travail ensemble. Alors les circuits courts aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est leur réalité, c'est 1/5 des exploitants agricoles, donc vendent tout ou partie de leur production en circuit court pour 3/4. Donc ça veut dire en fait plus de 100 000 exploitations en France. Donc avec évidemment un développement différent en fonction des filières et des régions, donc beaucoup plus développé dans les fruits et légumes, sur le miel, par exemple, mais avec moins développé dans les autres filières où c'est plus compliqué pour des produits transformés, aussi parce que l'organisation, donc ça suppose des investissements, des ateliers de transformation. Pour autant, des choses qui se développent là aussi dans d'autres filières de façon un peu importante, y compris dans les céréales, dans la viande, dans le fromage. Donc pour ces exploitants, donc, en fait, pour 3/4 des exploitants en circuit court, ça représente plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Et pour 10% d'entre elles, c'est moins de 10%. Mais donc, on voit que c'est intéressant. Ça peut constituer justement des revenus importants. On a fait un grand observatoire. Donc, j'avais été mandatée par le ministère de l'Agriculture donc en 2009, en fait, qui a commencé vraiment à se réintéresser. À l'époque, c'était un ministre, Michel Barnier, donc à l'époque du gouvernement précédent. Donc, Michel Barnier s'est intéressé au circuit court. Il a monté un groupe de travail représentant un peu l'ensemble des acteurs concernés. Et si bien que maintenant, en France, on a une définition officielle des circuits courts. Ça a voulu dire leur reconnaissance, finalement, après, je vous dis, une longue période où on ne s'y est pas intéressé, où c'était marginalisé, en particulier par la profession agricole majoritaire. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant on a un peu plus de chiffres. Et on a fait, donc à la demande du ministre, on a essayé de repérer donc, les types d'exploitation que ça impliquait. Donc diverses tailles, depuis des toutes petites, 100% circuit court, jusqu'à des grandes exploitations qui diversifient. Et puis on a vu que ça pouvait... ce qui était intéressant, donc ce qu'on a vu, c'était en moyenne des revenus qui avaient quand même une très grande hétérogénéité des revenus, donc de ces exploitations en circuit court, mais entre 1,5 à 2 SMIC agricoles. Mais ce qui était intéressant surtout, c'est en montrant donc une bonne capacité des petites fermes à dégager un revenu, donc permettant justement à des petites fermes de pouvoir vivre dans d'assez bonnes conditions, finalement, à partir d'une production valorisée 100% en circuit court, donc avec différents types de circuits courts derrière. Donc ça, c'est... après, nous, ce qui nous a préoccupés, c'est qu'effectivement, au sein de ces exploitations en circuit court, on a redécouvert une population agricole en grande difficulté,
très fragilisés à la fois économiquement et socialement. Donc au-delà des très petites fermes qui avaient déjà un peu commencé leur insertion en circuit court de façon assez ancienne, hein, donc en essayant justement déjà de vendre sur les marchés ou à la ferme ou en partenariat avec des consommateurs. Donc on a noté l'arrivée, ou en tout cas la volonté d'arriver, parce que peu accompagnée, peu soutenue, peu visible, de fermes de taille un peu plus importante, mais en grande difficulté dans les filières longues, difficile aussi avec une production un peu standardisée, donc difficile de s'intégrer dans la vente directe, mais pour autant donc, et vraiment avec des surendettements, enfin donc voilà, des gens un peu laissés, entraînés au départ par le modèle agro-industriel, laissés de côté. Donc mais ça, c'est ce qui est important. Enfin, on en reparlera au niveau de justement comment le consommateur peut aussi soutenir ces exploitations-là, parce que soit effectivement on les laisse disparaître, soit il y a effectivement l'organisation de circuits courts avec des intermédiaires qui peut essayer de sauver cette agriculture qu'on appelle l'agriculture du milieu, qui là aussi donc, préoccupe davantage de pays que le nôtre, hein, donc, qui effectivement sont vraiment importantes, enfin, en tout cas eux aussi essaient de s'intégrer dans les circuits courts et qui posent un certain nombre de questions en termes d'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé justement d'accompagner des fermes conventionnelles qui en difficulté sur les circuits longs, ou en tout cas aussi avec des producteurs qui commencent à se poser un certain nombre de questions, qui essaient de s'affranchir, mais je dis pas bien accompagnés pour cela, hein, un peu abandonnés par les chambres d'agriculture, par la profession qui va du coup plutôt privilégier les grandes fermes, ceux qui vendent sur les marchés internationaux, tout ça. Mais tout ce public-là, il est un peu abandonné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu les accompagner, donc on fait beaucoup d'observations en Languedoc, en Bretagne, dans des régions qui étaient plutôt intensives au départ, hein, donc que ce soit le maraîchage intensif, voilà. Donc on a vu qu'il y avait une amélioration, une écologisation de la production agricole, avec deux effets majeurs, c'est que ces gens du coup se retrouvent au contact des consommateurs, et donc même si les consommateurs ne posent pas des questions sur attends, est-ce que tu y mets des pesticides ou pas, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour ça, les producteurs se disent qu'à un moment donné, on va leur poser des questions sur ce qu'ils font, et donc du coup, ils font de plus en plus attention à leurs pratiques. Et surtout, ces producteurs, justement, quand ils rentrent dans les circuits courts, ils se remettent à discuter avec d'autres producteurs. Et ça, finalement, ils ne le faisaient plus quand ils étaient dans des filières longues, où leur seul interlocuteur, c'est le négociant qui vient leur acheter des trucs, ou dans des filières intégrées. Et donc, du coup, ils se remettent à discuter technique, ils se remettent à échanger, ils se remettent à discuter avec des gens qui sont un peu plus avancés qu'eux en matière d'écologie de la production. Et du coup, on a vraiment, entre pairs, entre collègues, un accompagnement technique qu'on n'a plus par ailleurs, qui n'est plus justement, les chambres d'agriculture ne font plus ce job, les réseaux alternatifs ont quand même du mal à toucher tout le monde et ont privilégié les petites fermes. Donc ces fermes-là ont moins de conseils techniques. Et vraiment, on voit des progressions très rapides et très prometteuses d'une agriculture conventionnelle à partir du moment justement, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Que ce soit à travers le consommateur ou à travers l'échange de conseils entre collègues, c'est la revalorisation de la personne. C'est quelqu'un qui se sent écouté, qui se sent reconnu, qui a des échanges alors qu'il n'en avait plus, qui sent que justement s'il progresse, ça va intéresser. Et donc vraiment, on travaille. Pour nous, les circuits courts, c'est d'abord cet enjeu-là, la lutte contre la fragilisation sociale d'abord d'une grande partie de l'agriculture, et donc sans oublier justement des fermes un peu standards, mais au contraire en les encourageant, en les revalorisant, en reconstruisant un rapport humain avec ces agriculteurs oubliés. Je m'arrête là.